Bonsoir, bonsoir, je suis Steve Biko l'Ouragan. Voilà, je suis là ce soir pour vous parler et pour vous dire sincèrement que le combat a été bel et bien gagné par Laurent Gbagbo depuis sa prise de fonction en 2000 jusqu'à maintenant. Le plus important, c'est de savoir à quel stade sommes-nous. Voilà, à quel stade sommes-nous. Laurent Gbagbo a présenté un programme en 2000. Ce programme était sur 5 points. La décentralisation, l'école gratuite, l'assurance maladie universelle, l'économie forte, une armée forte. Et puis, les Ivoiriens l'ont accepté dans les urnes. Quand il a été élu, le général Robert Gueye, paix à son âme, a refusé de reconnaître sa victoire, ce qui a entraîné la colère du peuple ivoirien, qui a obligé Robert Gueye à fuir, à quitter Abidjan. Donc ça a permis au président Laurent Gbagbo de prêter serment et d'être installé, d'être investi dans son fauteuil présidentiel. Dès qu'il a commencé, il fallait recadrer ce qui fait le PIB de la Côte d'Ivoire, qui sont les produits intérieurs bruts, résumés en café et cacao. Donc, réussir à sortir la Côte d'Ivoire de la bourse de Londres et puis faire installer une bourse ivoirienne, qu'on a appelée la bourse du café et du cacao, dirigée par les planteurs, dont Tapé-Doh était à la tête. Cette bourse a entraîné des clients, dont la Chine, la Russie, l'Iran. Et ça a permis au cacao de grimper en prix. Donc ça a valorisé les planteurs. 18 mois après, quand l'économie a commencé par connaître 3% de croissance, la rébellion dirigée par Dramane Ouattara n'a pas voulu que Laurent Gbagbo émerge, que Laurent Gbagbo fasse rebondir la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Je parle de l'aspect économique. Donc, la rébellion a attaqué en 2001, en janvier 2001. Automatiquement, elle a été étouffée. Le 19 septembre 2002, la rébellion a attaqué. Mais malheureusement, au cœur du Front populaire ivoirien, il y avait déjà une gangrène. Il y avait déjà des tops. Il y avait des personnes qu'on avait déjà achetées, des personnes qui ont toujours composé avec l'ennemi pour faire couler le président Laurent Gbagbo, dont Affi N'Guessan faisait partie. Affi N'Guessan, Mathias Doué. Vous comprenez? Cette révélation a été faite par le ministre Dida Kwasi Moïse. Je ne suis pas en train d'inventer. Et puis, on s'est rendu compte que Mboga Doudou a perdu la vie. Alors, le régime du président Laurent Gbagbo fragilisé, il n'avait plus les mains libres pour gérer la Côte d'Ivoire. Bizarrement, la Côte d'Ivoire étant sous tutelle française, n'avait plus cette routine qu'elle avait lorsqu'elle était sous tutelle française. Parce que Laurent Gbagbo, pour faire son conseil des ministres, il ne s'adressait pas directement à l'Élysée. Laurent Gbagbo n'appelait pas Chirac automatiquement. Il n'appelait pas Sarkozy. Voilà, pour prendre instruction. Laurent Gbagbo, il était autonome, il était indépendant, il était libre. Il gérait lui-même sa diplomatie parce qu'il a réussi à nommer un Ivoirien à l'ONU qui parlait au nom de la Côte d'Ivoire. Parce qu'avant, c'était la France et c'était un Français qui parlait au nom de la Côte d'Ivoire. Mais quand Laurent Gbagbo est arrivé, ce fut un Ivoirien qui a parlé au nom de la Côte d'Ivoire, du nom de l'ambassadeur Djogonebi. Voilà. C'est après lui que Alcide Djedje est arrivé là-bas. Donc, diplomatiquement, on a commencé à être indépendant. Maintenant, politiquement, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes qui ont installé leur président, qui ont élu leur président. Donc, il y a eu une liberté politique. Et puis, à partir de la liberté politique, on a commencé à avoir une liberté diplomatique. Maintenant, le côté économique et le côté militaire qui reste. Donc, le côté économique, qu'est-ce qu'il fallait faire? Puisque nous étions en 2003,
Si les gens ont fait un coup d'État qui n'a pas marché, qui n'a pas réussi, les gens automatiquement allaient venir utiliser l'économie, ils allaient utiliser l'armée pour le renverser. Parce que militairement, l'armée était encore solide. Malgré que la tête de l'armée était pourrie, mais l'armée était encore solide. Il y avait encore des vaillants officiers capables de se battre. Et il y avait des vaillants soldats capables de se battre. D'ailleurs, il y a eu au moins 3000 recrues. Donc, ça a renforcé un peu le moral des militaires. Donc, militairement, il y avait problème. Il y avait problème. Il y avait problème parce qu'il y avait certains officiers qui étaient corrompus, mais il y avait encore une majorité capable de se battre. Mais économiquement, il y avait aussi problème. Parce que la monnaie que nous utilisons n'était pas notre monnaie, c'était une monnaie française. Elle est fabriquée à Clermont-Ferrand en France, et puis en même temps, elle est dispatchée dans les banques centrales. Et quand elle est dispatchée dans les banques centrales, ça fait mouvement dans les banques nationaux, c'est-à-dire dans les banques qui sont dans les pays francophones. À partir de ce fait-là, il fallait trouver une autre stratégie pour que nous soyons autonomes, mais sans vouloir le dire officiellement et sans vouloir engager une procédure officielle. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée la bourse qu'on a appelée, il crée la BNI, la Banque nationale d'investissement, qui devient une banque parallèle, qui est comme une opposition à la banque centrale qui est la BCAO. Donc, au même moment où il crée la BNI, qui est la Banque nationale d'investissement, il réussit à avoir la tête de la BCAO. Vous comprenez? C'est-à-dire, au même moment où il crée la BNI, ça lui permet d'avoir une banque parallèle, mais une banque nationale d'investissement, qui est comme une banque nationale ivoirienne, mais qui va gérer les devises discrètement, pour nous permettre, au cas où la France mettait la main sur nos moyens, ça allait nous permettre de continuer à payer nos fonctionnaires. Donc, il fallait créer cette banque, et puis en même temps, il fallait prendre d'assaut la BCAO. Parce que la BCAO est gérée toujours par, comment on appelle, un choix français. C'est-à-dire, les Français utilisent toujours un Ivoirien qui dépose à la tête de la BCAO. Mais au fait, l'Ivoirien qu'on dépose là, lui travaille au compte de la France. Mais sous Laurent Gbagbo, ça n'a pas été le cas. Il fallait que ce soit Laurent Gbagbo lui-même qui choisisse le gouverneur. Et il a réussi cela. Ça n'a pas été facile parce que la plupart des chefs d'État, membres de l'UEMOA, n'ont pas apprécié le fait que ce soit Laurent Gbagbo qui choisisse l'homme qu'il fallait à la tête de la BCAO. Laurent Gbagbo a dit, si c'est comme ça, moi, je quitte la BCAO, je quitte l'UEMOA. Donc la France, Manu Militari, a dépêché des émissaires à Abidjan pour lui demander pardon. Tu peux choisir. Donc Laurent Gbagbo a proposé 3 personnes. Il y a eu Bombou Abré, il y a eu Mamadou Koulibaly, et puis il y a eu Dakour Tablé. Donc ils ont tellement peur de Mamadou Koulibaly, ils ont peur de Bombou Abré, ils ont préféré Dakour Tablé. Oh, ils ne savent pas que c'est la même chose. Donc Dakour Tablé, il prend la tête de la BCAO. Et ça a permis à Laurent Gbagbo de gérer le fonctionnement et de contrôler le fonctionnement. Donc pendant ces années où il a gouverné, où il a géré le pays, le fonctionnement n'a pas été comme d'habitude. Le fonctionnement n'a pas été comme d'habitude. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a permis aux devises d'être déversées à la BNI et ça nous a permis de payer nos fonctionnaires comme ils se devaient. Mais en même temps, ça a permis aussi au président Laurent Gbagbo de gérer la crise. C'est-à-dire la crise militaire. Donc économiquement, il a réussi à gérer. Là où il y avait problème, c'était au niveau de l'armée. Comment il fallait gérer le problème militaire? Il a réussi au niveau diplomatique. Il a réussi au niveau, d'abord il a réussi au niveau politique, il a réussi au niveau diplomatique et il a réussi au niveau économique. Maintenant, il fallait gérer le problème militaire, le problème de la force. Parce qu'au moment où lui il était président, la primature a été gérée par plusieurs personnes qui n'ont pas été son choix. Celui qui a été son choix, c'était Afi. Mais quand les événements de 2002 sont arrivés, Afi était obligé de quitter son poste. Donc Seydou Diarra n'a pas été son choix. C'est le réseau du café et du cacao qui a proposé Seydou Diarra. Mais ce réseau-là, c'est un réseau français, c'est un réseau du système Foka. Donc après Seydou Diarra, il y a eu maintenant Soro Guillaume. Pardon, après Seydou Diarra, il y a eu Bani. Mais Bani est venu sur le compte
monétaire. Seydou Diarra, c'était sur le compte de la bourse du café et du cacao. Il n'avait plus la même mise sur les devises du café et du cacao. Donc, Seydou Diarra ayant échoué, il est parti. Mais comme Laurent Gbagbo a réussi à asphyxier l'économie française, il fallait pour contrôler le fonctionnement de la monnaie qui est le CFA. Bani est arrivé. Mais quand Bani est arrivé, Laurent Gbagbo a contre-attaqué. Bani n'a pas pu tenir. Mais Bani, sa présence a créé un mouvement, a créé une tension qu'on a appelé le GTI, qui a fait sortir les Ivoiriens, où Charles Blé Goudé allait s'asseoir devant l'ambassade de France. J'y étais. Et Dieu merci, ça n'a pas duré. Bani est parti. Bani venait d'échouer là. Après Bani est venu maintenant Soro. Ça veut dire que le problème du cacao a été réglé. Le Gbagbo a remporté son combat là-bas. Le problème du fonctionnement monétaire, Laurent Gbagbo a gagné son combat là-bas. Parce que si Laurent Gbagbo n'avait pas gagné son combat, il n'allait pas nationaliser les banques. À partir de 2010, Laurent Gbagbo avait commencé à nationaliser les banques. Ça, je me rappelle très bien. Donc, Laurent Gbagbo gagne son combat au niveau des deux aspects. La bourse du café et du cacao, l'économie ivoirienne. Maintenant, c'était le tour de la rébellion. Mettre fin à la rébellion. Amener la rébellion à désarmer et puis réorganiser l'armée. C'est là le problème se trouvait. Pendant tout ce temps-là, quel schéma de développement il pouvait avoir? Il ne pouvait pas avoir le schéma de développement. Parce qu'on était dans une crise militaire. Et on ne peut pas projeter des mouvements de développement. Mais malgré ça, il y a eu des parts de développement qu'il a posées. Les fonctionnaires étaient payés comme ceux qui étaient dans les zones CNO. C'est-à-dire, si tout l'étendue du territoire, tous ceux qui travaillaient étaient payés. Dans les zones rebelles, là, il y avait des gens qui étaient payés. Donc, ça veut dire que depuis que Laurent Gbagbo a dirigé le pays, il n'y a pas eu arriéré de salaire. Les gens se plaignaient surtout pour l'augmentation des salaires. Vous comprenez? Les dettes qu'il a trouvées là, il les a effacées. Voilà. Donc, c'était le côté militaire qui restait. Et ce côté militaire, si on avait réussi à bien gérer, on allait vraiment, automatiquement, on allait éviter le pire qui s'est produit en 2011. Mais pour gérer le problème, qu'est-ce qui se passe? Laurent Gbagbo reçoit France 24. Et puis, il apprécie les relations entre la Côte d'Ivoire et Moscou. C'est-à-dire entre la Côte d'Ivoire et la Russie, entre Abidjan et Moscou. Parce que le journaliste lui demande, depuis un moment, vous n'êtes plus allé en France, vos relations sont comment? Il dit, mais on n'a pas besoin d'aller en France pour avoir de bons rapports, de bonnes relations. D'ailleurs, je ne vais pas à Moscou, mais je suis là, mais j'ai de bonnes relations avec Moscou, avec la Russie. Ce langage-là a plu à Vladimir Poutine, à tel enseigne qu'il a fait venir un émissaire. Quand l'émissaire arrive, l'émissaire réussit à être accueilli par Alcide Djedje, ce qui était dangereux, ce qui était grave. Alcide Djedje accoste le monsieur, il l'envoie chez le président, et le président échange avec lui quelques minutes, quelques heures, et puis Alcide Djedje doit le raccompagner dans son dortoir, c'est-à-dire dans sa chambre d'hôtel. Et voilà que Alcide Djedje fait appel à la fille, et puis avec une troisième personne. Je ne sais pas si c'est Kadeo Bertin ou bien Amani Nguessan. Entre les deux, là, il y a un. Donc, 3 personnes ont commencé à acculer le monsieur par rapport à l'argent. Parce qu'il s'agissait d'argent. Laurent Gbagbo, dans les discussions avec le monsieur, ils ont parlé d'argent. La Russie voulait que le président soutienne un peu, et ils allaient le soutenir pour renforcer son système militaire. C'est ce que Alcide Djedje a mal géré avec Afin Nguessan. Au contraire, ils sont allés acculer le monsieur par rapport à l'argent. C'est la mauvaise gestion diplomatique que Alcide Djedje et puis Afin Nguessan ont fait là. C'est ce qui a fait couler le président et puis s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Sinon, quant à Laurent Gbagbo, lui seul, il a réussi à gagner. Mais quand tu travailles avec quelqu'un et on te donne des responsabilités que tu n'es pas en mesure de les régler, ce n'est pas la peine de faire croire que tu es capable de faire quoi que ce soit. Ça veut dire que tu as soutenu sa déstabilisation. Laurent Gbagbo, il coule. Il perd le pouvoir qu'il a gagné. Il se retrouve à la Cour pénale internationale. Là-bas, mais il est traqué par tous les moyens, dans tous les sens.
on fait défiler des témoins. On nous parle d'une centaine de témoins. Mais à un moment donné, on se rend compte qu'il y a 80 qui passent à la barre. Et puis pendant ce temps, ces partisans sont arrêtés, pourchassés, emprisonnés. Et puis Laurent Gbagbo à la barre. Et le procès a lieu. Laurent Gbagbo face au monde entier. Laurent Gbagbo face au monde entier. Laurent Gbagbo disait, le temps, c'est un autre nom de Dieu. J'ai vu que ce monsieur est un prophète. Et il a véritablement raison. Parce que le temps est un autre nom de Dieu. Quand il est arrivé, ceux qui géraient la Cour pénale internationale sont partis au Campo. Je vous ai dribblé, vous voulez venir vous racheter. Au Campo est parti. Il y a une dame qui l'a reçue là. Première comparution, la dame qui l'a reçue, elle est partie. Il y a eu un délit sur elle, elle est partie. À l'ONU, son ami a pris le pouvoir du secrétariat général de l'ONU. Ban Ki-moon, qui a été à la base de la déstabilisation, est parti. L'Union européenne fragilisée dans le même sens. Depuis sa position à la Cour pénale internationale à La Haye, Dramane Ouattara n'arrive pas à payer les fonctionnaires. On fait venir quelqu'un depuis la France pour lui demander, utilise ton réseau pour que tu puisses décaisser de l'argent pour que Dramane Ouattara puisse payer les fonctionnaires. Laurent Gbagbo appuie un bouton et puis effectivement, il permet à Dramane de payer les fonctionnaires. Ça, on ne le dit pas. Mais je vous informe. Laurent Gbagbo réussit à gagner. Parce qu'à la fin du procès, le juge qui nous prononce le verdict, il permet à Laurent Gbagbo d'être acquitté et d'avoir une libération immédiate. Nous n'avons pas géré l'aspect militaire avec un allié de taille qui était la Russie. Voilà pourquoi les Ivoiriens, il y avait une rumeur de dire que la Russie devait nous aider. Mais l'émissaire qui est arrivé a été torpillé par le CDJ. Jusqu'à maintenant, ils ont réussi à bloquer ses comptes en Russie. Le monsieur est dans tous les problèmes. Donc, vous voulez que Poutine il laisse son émissaire pour venir soutenir Laurent Gbagbo, dont il ne comprend rien dans le problème. L'émissaire n'arrive pas à comprendre que ceux-mêmes qui travaillent pour quelqu'un demandent de l'argent sans même que le chef ne soit informé. Vous voyez quelle image, quel esprit, dans quel schéma vous nous avez mis? Si aujourd'hui Laurent Gbagbo reçoit Agnès Monet, mais c'est normal et c'est crédible. Et moi j'apprécie ça et je salue ça. Bonne arrivée. Arrivée à Agnès Monet. Maintenant, nous sommes actuellement à cette phase pour vous dire que Laurent Gbagbo a bel et bien gagné son combat malgré certains traites. Voilà. Je vais répondre à Makosso, pasteur Makosso. D'abord, tu te fais appeler général. Tu es un homme de Dieu et tu prends le titre de général. Ça répond à quoi? Parce que quand on est pasteur, on a le droit d'avoir une attitude humble. Et puis, les noms ont un sens. Quand tu prononces le mot général, tu ne vois pas que ça rime avec une histoire de sécurité et de guerre. Oui, tu vas me dire non, affaire de Dieu c'est affaire de guerre. Mais affaire de Dieu c'est affaire de guerre, mais ce n'est pas toi qui fais palabre. Toi tu pries et puis Dieu il fait le palabre à partir des anges qu'il met à ta disposition. Donc tu ne peux pas t'auto-proclamer général, c'est déjà mal vu. Et moi je n'apprécie pas quand j'entends général Makosso. Quand j'entends général Makosso, je vois déjà ça comme quelqu'un de malhonnête, d'irresponsable. Non seulement tu es irresponsable, donc tu ne peux pas traiter des gens qui sont dans la politique. Toi tu es dans un monde spirituel, tu gères les trucs spirituels, tu dois avoir un bon sens et tu dois te mettre dans la peau d'un père. Parce que malgré l'âge, mais quand tu as l'onction de Dieu, tu te mets dans la peau des pères. Ce qui sort de ta bouche là n'est pas crédible, ne sera pas crédible. Parce que tu ne peux pas attirer vers toi des personnes qui ont moi-même un bon discernement. Toi, tu penses que d'après toi, tu as 10 églises, tu as plus de milliers d'églises à ta disposition. Mais c'est normal, des gens qui n'ont pas de repères se sentent obligés de venir vers toi. Sinon ton comportement rime à la malhonnêteté, monsieur.
Voilà. Arrête de dire qu'au FPI, les gens sont irresponsables. Non, il y a des responsables au FPI. Il y a plutôt un qui a mangé avec le diable. Il s'appelle Afi N'Guessan, Alci Djedje, Mamadou Koulibaly. Tous ceux-là, ils ont mangé avec le diable. Ils ont décidé de partir. Sans eux, là, nous, on va gagner les élections de 2020. Je t'informe, Makosso. Deuxièmement, tu dis, ouais, toi, tu as demandé au candidat de courir 600 mètres. Toi, tu crois que c'est toi qui décides? Tu représentes la commission électorale indépendante? Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Toi, tu parles en tant que qui? Toi, tu peux donner quelle leçon morale ici? Tu peux faire quelle moralité aux gens ici? Sur 100 mètres, il faut prendre tes 100 mètres, toi-même, il faut courir avec tes fidèles. Tu comprends? Voilà. Donc, tes 100 mètres là, il faut garder ça pour toi seul. Tu parles de Gbagbo convoque Afi. Ce n'est pas Gbagbo qui a convoqué Afi, monsieur. Quand on n'est pas informé, on se renseigne. Il a cherché à rencontrer le président Laurent Gbagbo depuis très longtemps. Il a cherché à rencontrer le président Laurent Gbagbo. Dès que le président était acquitté et libéré, lui-même Afi, il a appelé même la garde rapprochée du président. Il veut parler avec le président. Comment quelqu'un qui a travaillé avec quelqu'un qui n'arrive pas à voir son téléphone, son direct. Et puis c'est la police qui est à côté de lui là qui l'appelle. C'est la police qui est à côté de lui qui l'appelle. Moi je ne comprends pas ça. Donc, voyant que le monsieur souffrait, monsieur Afi souffrait, Laurent Gbagbo a demandé à Aka Emmanuel de lui demander de venir. Parce qu'il pleure, il pleurniche, il crie, il souffre. Voilà pourquoi il lui a dit de venir. Mais pour que ce Afi puisse le croiser, lui, Laurent Gbagbo, il va falloir qu'Afi fasse une déclaration sur RFI pour dire qu'il n'est plus le président du Front populaire ivoirien. Ça, c'est compliqué, ça. Mais à temps normal, c'est normal. À temps réel, là, c'est normal. Afi n'est pas le président du FPI. Celui qui est fondateur du FPI, là, c'est lui qui est président du FPI. Laissons à faire des congrès de Mama, congrès de Mossou. Chez nous, au FPI, là, celui qui a fondé parti, c'est lui qui est le président. Ce n'est pas à discuter. Et puis, tu parles de Afi, connaît des non-dits. Afi a des non-dits sur le président Laurent Gbagbo. Afi a quel non-dit? Et puis, depuis, il ne parle pas de ça. Il a fait une conférence de presse, non? Pourquoi il n'a pas évoqué les non-dits? C'est nous, c'est plutôt le président Laurent Gbagbo qui a des non-dits sur Afi N'Guessan. Afi N'Guessan, son grand frère s'appelle Kwame Ouakwam, qui est au RDR. C'est avec lui, toutes ces connexions du RDR, Afi N'Guessan a donné son âme au système Pokar. Il travaille désormais pour le système Pokar, donc il a une collaboration avec Draman Ouattara. Vous voulez qu'on traite comme ça avec une personne? Il n'y a pas de réconciliation concernant Afi N'Guessan. Il a choisi son camp, il n'a qu'à assumer ses responsabilités. S'il devait avoir une réconciliation, il s'agissait de Laurent Gbagbo et le système Foucault. C'est le système Foucault qui a fabriqué Draman et ses suiveurs. C'est le système Foucault qui a fabriqué Afi, qui a acheté la conscience d'Afi. C'est le système Foucault qui a acheté la conscience de Mamadou Koulibaly. Sans cela, nous, on peut remporter l'élection. On les met. J'ai dit bien, sans cela, on peut remporter les élections à 80%. C'est parole de Biko. Dis-nous que tu es un bonbon pasteur. Toi, tu dis, nos réponses vont rien changer à tes dîmes et à tes offrandes. Mais non, toi, tu es un voleur. Toi, tu es un voleur. Toi, tu es un voleur, Magosso. Tu es un voyou même. Toi, tu n'es pas un pasteur. Tu es un voleur. Toi, tu crois que 10 000 francs, c'est une obligation? Si toi, du moment où tu obliges les gens à payer 10 000 francs, c'est que tu es un voleur. Toi, tu crois que c'est toi celui qui connaît la Bible? Si tu veux en faire débat sur les offrandes dîmes, là, c'est différent. Offrande, c'est différent. Dîmes, c'est différent. Et puis, dîmes dans la Bible, on sait comment ça s'est passé. Tu es un voleur, toi, Magosso. Toi, tu peux influencer quoi et qui en Côte d'Ivoire? Toi, tu parles, mais tu parles un insensé. Toi, quand tu parles, tu ne t'écoutes pas, quoi. Tu crois que la vie politique, c'est sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux? Tu racontes ta vie, là. Toi, tu connais Laurent Gbagbo. Toi, je te connais, tu es venu à la Sorbonne, Magosso. Je te connais. Tu es venu faire débat à la Sorbonne, là, une fois, concernant le malhonnête béninois qui racontait du n'importe quoi. Tu es venu faire débat là-bas. Ton ami, c'est Dakri Richard. Donc, si tu apprécies
Moi, je suis convaincu que tu es dans le camp des blés. Dis que ton chef va venir. Il faut avouer ouvertement que j'appartiens à Blé Goudé. Voilà. Moi, je sais que tu appartiens à Blé Goudé. Et puis, tu appartiens à Blé Goudé. Quand il sera candidat, tu vas le suivre. Blé, il est candidat. Notre Laurent Gbagbo, là, il gagne 80%. Plus. C'est moi, Biko, et dit ça. On avait les lacunes quand on était au pouvoir. On avait les lacunes quand on était au pouvoir. Mais moi, je n'ai pas vu les lacunes. Parce que quand quelqu'un est au pouvoir et qu'on veut voir ses lacunes, on le laisse gouverner. Laurent Gbagbo est arrivé net seulement. Il s'est assis dans le fauteuil. 18 mois après, il a été attaqué. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? Ce qu'il pouvait faire, c'est ce qu'il a fait. Il a fait un gouvernement d'union nationale. Non seulement il a prôné l'esprit de paix, de réconciliation avec le forum de réconciliation. Ceux qui sont en face de nous n'ont jamais accepté parce qu'ils voulaient forcément manger du Laurent Gbagbo, l'écarter du pouvoir. C'est ce qu'ils ont eu en 2011. En 2010, on a gagné les élections. Ils ont utilisé le monde entier contre nous. Ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Quel tard tu as vu et puis tu n'as pas révélé? Tu n'as pas dit? Ça dit, toi, moi, quand j'ai dit que toi, tu es un malhonnête, parce que quand Laurent Gbagbo était au pouvoir, tu le soutenais. Tu viens changer de bouche, tu racontes ta vie. Toi, tu dis, tu parles avec Dieu, tu es un pasteur, tu parles avec Dieu. Tu n'as pas un discernement par rapport au pays. Il faut prêcher sur le pays. Tu sais que des gens qui ont tué et massacré, ils sont là, ils sont assis, ils sont au pouvoir. Mais toi, tu rentres, tu es assis, tu fais ta belle vie, pendant que des Ivoiriens souffrent partout. Toi, ça te dit rien. C'est que toi, tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es insensible aux souffrances de tes frères. Tu es un gros malhonnête. Pasteur Makosso. Je me demande si tu es un pasteur. Tu es un bonbon pasteur. Tu es un gros plaisantin. Moi, je ne te prends pas comme un pasteur. Moi, quand je te regarde, là, quand je te regarde parler, même, tu me fais rire. Tu m'as vu une fois parler de toi. Si tu n'as pas touché le problème du président Laurent Gbagbo, moi, il va venir te répondre. Parce que toi, tu ne me dis rien. Toi, Makosso. Moi, je ne peux pas mettre mon pied dans ton église. Jamais. Parce que moi-même, là, ici, chrétien catholique, j'ai même dimension. J'ai même dimension que toi, tu as, là, en tant que pasteur. Là. Moi, j'ai cette même dimension. Soit tu veux même, faut organiser des débats bibliques. Moi, il va te faire coucher. Il y a un gros plaisantin. Tu vas venir raconter ta vie ici. Donc, j'aimerais te dire que prends ton calmant et puis attends ton Blé Goudé. Et puis, quand il va venir, tu vas le suivre. Tu as compris? Voilà. Nous, on n'a rien à foutre avec tes propos mensongers. Nous sommes les grands menteurs. Mais tu ne connais rien. Parce que tu ne sais pas qu'en politique, il y a prêché le faux pour avoir le vrai. Quand les informations sont verrouillées, il y a ce qu'on appelle prêcher du faux pour avoir le vrai. C'est ça qu'on appelle la politique. Et si toi, tu ne connais pas cette stratégie, il faut te taire, il faut fermer ça. Osée le chapitre 4, verset 6 dit, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est parce que tu ne sais pas, le monde politique là, tu ne connais pas comment ça fonctionne. Moi, je vais t'enseigner un peu comment ça fonctionne. Et moi, Biko, je suis spécialiste en la matière. Je suis très fort dedans. Tu crois que le politicien, lui, a honte? Nous, on n'a pas honte, on s'en fout. Nous, on prêche le faux et puis maintenant, on nous envoie le vrai. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Quand on a dit que Ouattara est mort, il y avait eu des échanges de tirs entre les gens du Golfe et ceux qui étaient les FDS. Pour donner le moral aux Ivoiriens, il fallait balancer ça. Mais effectivement, il y avait un de leurs gars qui était mort. Mais il fallait lui donner une étiquette. Ça remotivait encore les gars. Tu as compris? Quand nous on a dit que comment on appelle, Draman Ouattara était dans le char qui était à l'hôtel Ivoire. Tu n'as pas vu le monde qui est sorti? Ça prouve que les Ivoiriens n'ont jamais aimé Draman Ouattara. C'est ça qu'on appelle prêcher du faux pour avoir le vrai. On voulait une grande mobilisation. Parce que l'homme qui était à la tâche pour déstabiliser le président Laurent Gbagbo, c'était Mathias Doué. Mais les Ivoiriens ont beaucoup aimé Mathias Doué à cause de Laurent Gbagbo. Mais dire que Mathias Doué est dans le char là, aucun Ivoirien n'allait sortir. Ils allaient beaucoup réfléchir, ils allaient commencer à raisonner. Mais dire qu'il y a Draman Ouattara dans le char, même femme enceinte, femme enceinte était à l'hôtel Ivoire. C'est ça qu'on appelle la politique, c'est la science. Et donc, si on a le minds, on manipule quand on veut, comme on veut. Actuellement, on maîtrise la situation.
C'est la mobilisation de la langue et de la bouche là, qui fait que le peuple de Côte d'Ivoire est encore debout jusqu'à aujourd'hui. Malgré le feu, les morts, les emprisonnements, les Ivoiriens sont encore mobilisés pour Laurent Gbagbo. C'est nous les gars, on fait ça. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire ça. Vous avez compris? Makosso, attends, Blé va venir, tu as le suite, tu as battre campagne. Plaisantin que tu as. Oui, j'étais à l'hôtel Ivoire. Moi, j'étais là-bas. C'est nous, on a dit que Draman était dans le char gâteau. Pourquoi il ne peut pas être là-bas? Moi, j'étais là-bas. Toi, tu dis quoi? Biko, il est toujours là-bas. J'ai même fait une vidéo dessus pour dire que j'étais là-bas. J'étais d'abord à Akwaba. Et puis ensuite, je me suis déporté à l'hôtel Ivoire. C'est après ça que j'ai commencé à prendre le micro tout puissant au congrès d'Abobo. Voilà, à partir du 24-26 novembre 2004. Pour vous dire que Laurent Gbagbo a bel et bien gagné son combat. Il y a une sorcellerie qui se fait actuellement. Les gens sont en train de recruter. Les gens sont en train de recruter dans l'ombre. Les gens sont en train de recruter. Hein? Parce que tout est basé sur 2020. Donc les gens sont en train de recruter. Si vous voyez les gens s'agiter, chercher à rentrer en Côte d'Ivoire, c'est le recrutement qui se fait. Moi, Biko, on ne peut pas me recruter. Non. Moi, je ne suis pas dans un schéma comme ça. Celui qui s'amuse là, il va laisser sa peau dedans. Peut-être tu veux me donner ton argent cadeau, il n'y a pas de problème. Moi, je vais prendre. Et il n'était pas payé. Tu t'amuses. Hein. C'était ce que je tenais à vous dire. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Soyez bénis chez moi. Voilà. C'est comme ça que je vais les surprendre. Désormais, ils ne vont plus couper encore. Bye bye.